YouTube a dépassé la télé depuis bien longtemps au niveau des audiences, tu vois. Au bout d'un moment, il faut aussi se résigner. Participer à Qui est l'imposteur, est-ce que ça te tente? Si je m'étais contentée, tu vois, de faire des JT chez France 2, je pense qu'on m'aurait jamais contacté, tu vois. Est-ce qu'il y a une manière d'écrire pour Squeezie et une manière d'écrire pour Charles Villa? C'est vraiment un créateur, pour le coup, qui travaille énormément. J'étais vachement étonnée qu'il change beaucoup le texte. Upster avec Justine Rex. Mais surtout, il est frustré, parce qu'il sait qu'il y a plus important à faire. Ces vidéos, elles ont fait le tour du monde en seulement quelques heures grâce aux réseaux sociaux. J'ai décidé de mener l'enquête avec mon équipe, de comprendre pourquoi les Coréens font de moins en moins d'enfants. Un adulte sur 5 de moins de 30 ans s'informe via des créateurs. En France, cette tendance est en train aussi de prendre de l'ampleur et on reçoit aujourd'hui une journaliste qui est au cœur de cet écosystème puisqu'elle a travaillé pour Hugo Décrypte, Squeezie, Simon Puech et elle est aujourd'hui aux côtés du youtubeur reporter Charles Villa. Justine Rex, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous chez Upster, c'est cool Avec de te plaisir. recevoir. Bienvenue. Écoute, on commence chacune de nos interviews par des petites questions que je t'envoie un peu rapidement. Ok, let's go. T'y réponds pas. Voilà, c'est un peu Tu la... réponds pas Non, tu répondras à la fin en Ok, fait, parce que je vais ça te les marche. reposer à la fin. Ok. C'est un peu comme un burger de la mort, tu vois, dans Burger je Quiz. vois. La première fois où tu as regardé une vidéo YouTube, est-ce que tu t'en rappelles? Comment on échange avec un condamné à mort? Participer à Qui est l'imposteur, est-ce que ça te tente? T'as quoi sur ta homepage YouTube? Et le créateur dont on n'entend pas assez parler selon toi, mais qui devrait exploser dans les prochains jours, mois, que ce soit français ou international? Je te reposerai à la fin. Mais on va commencer l'interview par parler de toi et de ton parcours un petit peu, parce que ça nous intéresse. T'as un parcours assez atypique parce que t'as bossé dans plein de rédacs journalistiques assez classiques, en tout cas au départ. Et ensuite, t'es arrivé sur YouTube avec Simon Puech. Comment ça s'est passé, ce truc-là? Est-ce que c'était en même temps que tes jobs d'avant? Est-ce que ça a été un bouleversement? Enfin, comment ça s'est passé en fait? Je pense que ça s'est passé en 2 temps. Il y a vraiment le moment où j'étais vraiment journaliste très classique, genre je bossais pour France 2, pour Arte, etc. Où j'ai eu un peu une lassitude des formats super courts, très télé, où on a tous une voix comme ça, très 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 robotique. Et en fait, j'avais envie de parler aussi à des gens qui avaient un peu plus mon âge, tout simplement. Donc j'ai eu l'opportunité au départ de rentrer chez Vice. Et Ok. du coup, Feu Média qui a disparu depuis, en tout cas en France, et qui était très populaire, notamment chez les jeunes. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai plus eu une liberté de ton, ça m'a plu aussi de pouvoir avoir plus de liberté même dans mes sujets. Et Vice s'est terminé au bout de 3 ans et demi où moi j'ai pu grimper un peu les échelons, après passer chef de service, etc. Et c'est là que Simon m'a contacté et m'a dit en fait je kiffais ce que tu faisais chez Vice, j'avais plein d'idées qui venaient de chez Vice, est-ce que ça te dit d'écrire pour moi? Moi franchement All-in. hyper intéressée, hyper consommatrice de YouTube, je me dis bah carrément. Et en fait, j'ai kiffé. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvée à bosser de Simon, après à Hugo, où on était sur du format un peu plus classique, parce que Hugo, il se rapproche quand même plus des formats médias, mais ça reste quand même un youtubeur. Et si, malgré tout le développement économique, la population coréenne s'effondrait jusqu'à l'extinction? Et après, Squeezie, et là, en ce moment, Charles Villa. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est venu du youtubeur qui a cherché la journaliste et c'est Ouais. pas l'inverse en fait. Genre, c'est-à-dire que tu as reçu un message un jour et c'est grâce à ta couverture journalistique entre guillemets classique quoi que YouTube est venu te chercher. Ouais, c'est marrant. Mais en même temps, si je m'étais contentée, tu vois, de faire des JT chez France 2, je pense qu'on m'aurait jamais contacté, tu vois. Ouais. C'est parce que je faisais des trucs un petit peu fun, différents, qui, je pense, c'est ce qui a plu à Simon. Ça fait partie pas forcément de ta formation. C'est quelque chose qu'en fait qui est en toi quoi. Ce genre de sujet que tu as toujours envie de traiter, notamment du coup chez Vice. Ouais, en fait, j'essaye de... C'est un truc aussi qui s'apprend, hein. J'essaye d'être toujours ouvert d'esprit, tu vois, genre... Je sais pas, quand j'étais chez Vice, une fois, je passe devant une boucherie, je vois Buff Wagyu. Je sais pas si tu vois ce que c'est le Buff Wagyu, tu sais, c'est le bœuf japonais Ouais. qui est hyper connu parce qu'il est massé avec du saké, il écoute de la musique classique, tu vois, le truc un peu funky. Je me dis, origine France, je me dis, attends, il y a des Buff Wagyu en France parce que je sais que c'est un truc qui est très contrôlé. Et en fait, je me note le truc et je capte en fait que t'as un mec qui fait des Buff Wagyu qui est en Bretagne et en gros, ils boivent du cidre, ils écoutent radio classique et ils se font en effet masser, tu vois. Et en fait, c'est juste, j'aime bien les sujets un peu improbables. Qui peuvent aussi dire d'autres choses, tu vois, quand il y a eu la guerre en Ukraine, je me suis dit, bon bah, tout le monde couvre la guerre en Ukraine normale, moi je vais essayer de faire un pas de côté, je me suis dit, les gens sont suffisamment cons pour harceler, tu vois, les Russes en France, je me suis fait une liste de tous les restaurateurs russes de France, il n'y en a qu'une dizaine, et tu vois, 8 sur 10, ils s'étaient fait harceler, ce genre de choses, donc j'aime bien avoir toujours ce petit pas de côté sur l'actu, et à mon niveau, faire la différence. Ce qu'on appelle trouver un bon angle. Alors aujourd'hui, t'es plus la seule
à faire du YouTube en tant que journaliste. Il y en a de plus en plus. Toi, tu as vu ce truc un peu grossir. Est-ce que vous connaissez... Enfin, est-ce que c'est pas un groupe, je veux dire, WhatsApp, genre fermé et tout, mais vous vous connaissez entre vous et est-ce que tu as vu ce groupe, toi, grossir au fur et à mesure des mois? Alors, j'en connais quelques-uns, des journalistes qui bossent avec des youtubeurs, notamment avec Simon qui lui travaille beaucoup avec des journalistes. Pour le reste, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs, c'est pas que des journalistes, c'est des choix aussi de la part des créateurs de contenu. Tu vas avoir des créateurs de contenu qui cherchent surtout des fois une plume et d'autres qui vont chercher une plume plus quelqu'un qui va pouvoir fact-checker, vérifier les infos. Par exemple, Squeezie, je trouve ça hyper intéressant de bosser avec lui. Parce qu'il y a quelques années, il a pu avoir des erreurs, tu vois, comme le font beaucoup de créateurs de contenu. Lui, justement, il a sorti une grosse fake news sur l'Égypte où il s'est fait débunker, etc. Il l'a très bien pris. Mais du coup, je trouve ça aussi malin de leur part de ne pas avoir seulement une plume, mais aussi quelqu'un qui a appris en fait à fact-checker les infos. Est-ce que, là, tu parles de Squeezie, mais alors Squeezie, j'imagine que vu qu'il a pris un peu un shitstorm, entre guillemets, sur cette vidéo, ça l'a un peu incité à aller vers des journalistes. Est-ce que la démarche chez d'autres youtubeurs, tu penses c'est une évolution par rapport à, je sais pas, soit à leur audience, parce qu'ils parlent à plus en plus de personnes, ou soit parce que c'est l'évolution un peu naturelle de leur chaîne peut-être. Comment ils justifient ça en fait, cet appel parce que c'est des mecs qui ont fait tout eux-mêmes tout seuls au début, tu vois. Je pense que quand tu commences à avoir les moyens avec la fameuse YouTube Money, des fois tu peux aussi perdre un peu en idées, et des fois aussi je pense que tu as envie de t'entourer de gens qui vont te faire sortir un petit peu de tes sentiers battus. Et c'est vrai que si moi par exemple je gagnais je ne sais combien et que j'avais une chaîne YouTube avec des millions d'abonnés, je me dirais peut-être je vais m'entourer de plein de gens pour voir les idées qu'ils ont selon leur spécialité. C'est aussi ça, je pense. Donc tu as bossé pour plusieurs profils. Est-ce qu'il y a une manière d'écrire pour Squeezie et une manière d'écrire pour Charles Villa? Ah oui, ça n'a rien à voir. Encore heureux, t'imagines bien. Tu vois Charles Villa qui dit yo les amis, tu vois, ça n'irait pas trop. Mais ouais, c'est pas les mêmes sujets. Du coup, tu vois, genre. T'as fait quoi par exemple pour Squeezie? Squeezie, en fait, je fais toutes ces vidéos histoire et horreur. 1er mars 1980, l'officier Bob Warner se prépare un café chaud pour affronter la nuit de travail qui l'attend. Avec un collègue, il est de garde au commissariat du Kia, en Californie. Et ça lui plaît pas beaucoup, parce que Bob, c'est un gars qui aime l'action. Veiller derrière un bureau, ça l'ennuie profondément. Mais surtout, il est frustré, parce qu'il sait qu'il y a plus important à faire. Donc en gros, concrètement, je vais lui trouver plusieurs idées, tu vois. Et donc après, tu les pitches aussi? Je lui pitch, il choisit, et après, on vérifie si au niveau des archives, il y a ce qu'il faut, etc. pour ses illustrations. Et après, j'écris le texte, lui, il remet vraiment dans sa bouche. C'est vraiment un créateur, pour le coup, qui travaille énormément. J'étais vachement étonnée qu'il change beaucoup le texte, tu vois. C'est pas forcément le cas. Et donc, c'est lui, genre, qui est sur Google Doc et qui te change des trucs. Ok. Franchement, je trouve ça top, tu vois. Il y a aussi un autre auteur qui travaille aussi en parallèle, tu vois. Donc, pour le coup, c'est un sacré bosseur. Et je me dis que ces 20 millions d'abonnés, il les a pas... il les a pas sortis de nulle part, tu vois. Donc concrètement, t'as vraiment pour Squeezie en fait, là dernièrement j'ai pu faire une histoire d'un escroc qui vendait en fait du faux vin français qui était supposé être du vin de luxe et en fait c'était de la piquette. Tu vois, typiquement c'est ça, c'est d'essayer de se trouver dans les archives en fait françaises ou étrangères la petite histoire dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler et qui va intriguer, où il y a un petit peu des rebondissements parce que c'est des vidéos d'une demi-heure. Donc pour YouTube, même si c'est YouTube, faut qu'en fait t'entretiennes un peu le watch time et après du coup dès que t'as la bonne histoire, t'essayes un peu de la raconter de sorte à maintenir l'intention quoi. Combien de temps d'écriture pour une vidéo d'une demi-heure, tu vois, parce que on est presque sur une enquête dans une presse écrite là, tu vois, en termes de signes, en taille de l'article en tout cas. Je vais te dire, des fois je mets plus de temps à chercher le sujet que parce qu'après t'es dans le truc et ouais, c'est ça. C'est en fait des fois je vais avoir lu tellement de trucs en amont pour pitcher l'histoire par exemple à Lucas que je l'ai bien en tête et tu vois je peux te faire le truc en 2 jours et demi et c'est bon, tu vois. Alors que tu vois par exemple Lucas il aime bien les histoires qui se terminent plutôt bien dans les traits d'horreur. Finalement, des faits divers qui se terminent bien, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, des fois, ça peut me prendre une semaine. De chercher le bon truc. Je cherche, en fait, parce que je suis en mode « Ah, cette histoire, elle est hyper bien, il y a des rebondissements, etc. Ah, à la fin, la personne meurt. Bon, tant pis, tu vois. » J'espère qu'un jour, Lucas changera d'avis. Je pense qu'à un moment, on va être obligé, tu vois, de prendre des trucs qui finissent un peu mal, mais tu vois, un petit peu le genre. Ouais. Et pour Charles, du coup, ça se passe comment ?
Pour Charles, c'est différent. En fait, on bosse pour l'instant beaucoup sur du reportage ou de l'OSINT, donc vraiment des enquêtes à partir des vidéos qu'on trouve en ligne. Je vais vous raconter une histoire complètement dingue qui s'est déroulée le 19 mai 2024 au cœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Là, par exemple, on travaille sur un petit sujet sur la Syrie, évidemment. Okay. Et là, dans pas longtemps, je vais partir au Qatar aussi pour lui. Donc, Okay. tu vois, c'est un petit peu des deux. Là, du fait que Charles... Pareil, c'est quelqu'un qui de base est journaliste, qui a sa carte de presse, c'est différent et lui, il cherche vraiment quelqu'un qui a aussi un profil vraiment journaliste et qui peut te faire des interviews, des reportages, ce genre de choses. Ok. Est-ce que tu as l'impression de parler un peu plus la même langue avec lui ou c'est des trucs... C'est pas pareil. Ok. C'est pas pareil, mais parce qu'en fait, Charles, il a malgré tout toute une compétence youtubesque que je n'ai pas forcément quand je bosse avec, tu vois, Simon ou Lucas, où par moment, on est plus sur du divertissement que de l'info. Et Charles, vraiment, des fois, il est vraiment dans ce truc très obsessionnel de comment on découler une actualité, on la raconte bien. Franchement, j'apprends énormément à ses côtés, alors que finalement, ça fait 2 ans que je bosse un peu dans l'univers YouTube. Mais est-ce que c'est déjà arrivé, tu penses, que ce soit toi ou des collègues qui sont déjà confrontés à un mur avec un créateur, dans l'écriture notamment, tu vois, parce que c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes valeurs aussi du travail, tu vois. Je veux dire, quand t'es journaliste, t'as besoin d'avoir l'info vérifiée avant de l'écrire, etc. Alors que quand t'es créateur, simple créateur, pas créateur journaliste, mais simple créateur, t'as pas forcément ce réflexe, donc t'as pas éduqué, t'as pas fait des études pour ça, quoi. C'était déjà arrivé, toi ou des collègues, d'être face à un mur comme ça? Ça peut arriver au niveau vraiment journalistique, dans le sens où nous, on est très rigoureux, on est un petit peu chiant des fois sur les faits, et quand l'objectif de la vidéo, c'est de raconter une histoire, des fois, tu vas avoir cette tendance parfois à grossir, tu vois, et grossir les traits, ou être pas hyper précis dans... Ou à trop vulgariser. Quelque chose, ou trop vulgariser. Et à des moments, du coup, t'es un peu frustré en tant que journaliste, parce que tu dis... C'est pas tout à fait ça, ou ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Donc là, normalement, ton rôle, justement, en tout cas, moi, je me dis qu'on m'a aussi embauché en tant que journaliste pour ça. Je dis toujours, alerte, attention, ça, en fait, tu peux pas trop le dire. Et après, c'est à eux de décider, tu vois. Mais c'est pas du journalisme, donc c'est là la limite. Et je me dis, bon, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Ouais, t'es allé au bout du truc, quand même. Et toi, quand tu te formais, justement, au journalisme, quand t'as fait ton école, tu te disais un jour je vais bosser pour YouTube. Est-ce que tu consommais du YouTube pendant tes études de journaliste déjà? Ouais, franchement, YouTube, je consomme ça depuis le collège, tu vois, depuis vraiment les débuts de YouTube. Mais en revanche, jamais je me serais imaginé bosser sur YouTube. Et il y avait même une certaine critique, tu vois, de la part des journalistes vis-à-vis de, par exemple, ce que faisait Hugo. Je me souviens quand j'étais en école de journalisme, Hugo démarrait seulement, tu vois. Et tout le monde disait « Ah, mais en fait, ça sert à rien, il y a déjà les médias qui sont présents sur YouTube, et en fait, il fait de la veille d'infos, donc en fait, il apporte rien de concret. » Et c'est marrant comment, en fait, tout le monde se trompait. Et Hugo, il a saisi le truc du « Oui, mais en fait, personne n'a pensé à l'incarner, personne n'a pensé à apporter cette petite touche de différence, et à le dire autrement. Complètement à le dire autrement. » Donc, pour le coup, tout le monde s'est fourvoyé. Mais moi, je suis hyper contente maintenant de bosser sur ce format-là, et je pense plus partir vers YouTube que vers le monde des médias aujourd'hui. En tout cas, ça m'enthousiasme beaucoup plus dans les possibilités que ce que me propose aujourd'hui le monde des médias. Et tu disais dans un live que j'ai vu où tu participais que du coup, tu avais aussi des regards de journalistes, pas forcément plus seniors d'ailleurs, j'imagine. Il y en a peut-être des plus jeunes presque, qui ont encore des gros yeux quand tu dis pour qui tu bosses. Ah ouais, carrément. Ça t'arrive toujours aujourd'hui? Ah ouais, genre en mode, je sais pas, il y a 2 mois, on m'a dit... Mais je comprends pas ce que tu fais avec Simon Puech, c'est pas du journalisme, tu vois. On dit des trucs comme ça. Ou même Squeezie, tu vois. Je sais pas, la semaine dernière, on était un peu en interview, en préparation d'une interview, et il y avait quelqu'un qui disait « Ah, Squeezie !» Parce qu'évidemment, elle savait pas que je travaillais pour Squeezie. Elle disait « Squeezie, mais quelle horreur, les jeux vidéo, les machins. » Un peu l'ancienne, quoi. La vision très, très vieillotte. Et ouais, c'est marrant comment tous les journalistes aujourd'hui ils sont très, très, très binaires, tu vois, là-dessus, même chez les jeunes, tu vois. Donc moi j'interviens en école de journalisme et je vois tout de suite en fait ceux qui sont très 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 ouverts à YouTube et voire même qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà lancés sur les réseaux, et ceux qui se disent ah non va des rétro Satanas, c'est pas un média, c'est pas du journalisme. Ouais. Bon après chacun pense ce qu'il veut. Ouais, je pense que les faits là, vont leur démontrer un peu le contraire. Malheureusement quoi. En fait YouTube, enfin malheureusement, heureusement aussi pour moi, mais YouTube a dépassé la télé depuis bien longtemps au niveau des audiences, tu vois. Donc bon, au bout d'un moment faut aussi se résigner. Exactement.
Je sais qu'il y a un projet pour lequel tu travailles aussi, et donc ça va être potentiellement ta chaîne. Ouais. Tu vas apparaître à la caméra. Mhm. Ça, c'est un truc que tu as eu toujours envie de faire ou c'est parce que les conditions aujourd'hui te le permettent? C'est quoi la genèse du truc? En vrai, ça faisait très longtemps. Ouais. C'est un peu comme, tu vois, tout le monde qui te dit « Ah, j'y ai toujours pensé, mais je l'ai jamais fait », tu vois. Et en gros, le fait de m'entraîner à l'écriture de YouTube, tu vois, ça m'a aidé à un peu me décoincer, me dire mais en fait j'ai les compétences, tu vois, genre journalistiquement tu sais écrire un sujet, tu sais filmer, tu sais mixer, tu sais monter, t'es pas parfait sur tout évidemment, tu sais qu'il faut que tu t'entoures d'autres personnes, mais concrètement je peux faire une vidéo YouTube. Et ce qui me manquait à la fin de Vice, c'était vraiment cette liberté de sujet, etc. Tu vois, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. Et le truc de « Ah, il faut trouver des financements, il faut aller trouver un média, savoir si ça l'intéresse, etc. » C'est chiant, c'est fatigant en fait, à la longue, tu vois. Mais ça fait des années que je suis journaliste, t'en as marre de toujours courir derrière les médias. Et je me suis dit « Mais en fait, pourquoi je le produis pas moi-même ?» Donc c'est vrai que là, je me suis décidée. Charles, il m'a vachement poussée, il m'a dit « Mais vas-y Justine, c'est aussi hyper important en tant que meuf, parce que t'as très très peu de créatrices de contenu tout court qui font pas des contenus genrés. J'ai aucun souci contre... Non, mais... pas ça, Enjoy Phoenix, etc. C'est très bien qu'elle soit là, et j'en regarde quand j'en ai l'occasion. Mais quand tu regardes des contenus qui sont pas genrés, en fait, c'est majoritairement des mecs, tu vois. 8% des créatrices, enfin 8% des créateurs, c'est des créatrices, tu vois. Et majoritairement du temps, c'est du contenu genré, donc j'ai envie aussi de proposer autre chose, tu vois. Tu penses qu'aujourd'hui c'est encore possible, vu l'abondance tu vois, des créateurs et de l'industrie qui est en train de s'épaissir, même économiquement, quoi. C'est encore possible d'être même solo pour se lancer, parce que toi, tu vois, là, tu es semi-accompagné, en tout cas, vu que tu es sous les yeux de Charles et que voilà, tu es entouré de tout ça. D'ailleurs, est-ce qu'il t'aide financièrement? Là je travaille avec lui, donc il m'aide financièrement avec mon salaire, mais pour lui, tu vois. Donc il m'aide pas financièrement pour pas sur ton projet perso, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que quand t'es solo, tu vois, c'est encore possible d'émerger? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a toujours... C'est une question de niche, c'est une question de... Ouais, je pense qu'il y a toujours des occasions. Après, aujourd'hui, ce qu'il y a de différent avec il y a quelques années, c'est que j'ai l'impression que les sujets léchés, c'est ce qui marche le plus, tu vois. La longueur aussi. Ouais, tu peux plus te filmer à l'arrache. Tu vois, sur TikTok, tu peux. Sur YouTube, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et t'as des gens qui arrivent et qui déboîtent tout parce que leur contenu est nickel. Genre Cléo Abraham, tu vois. Mais c'est produit quand même. Ouais, mais c'est produit de fou. Ouais, elle a 4 personnes à temps plein avec elle. I'm launching a new show. Et ça se voit en fait, t'as l'impression que c'est déjà une émission... elle a 4 millions d'abonnés surtout. Ça. Mais en très peu de temps, un an et demi je crois. Ouais. Donc tu peux encore te lancer sur YouTube, ça j'en suis persuadée, parce qu'en fait les gens ils ont envie de voir la nouveauté aussi, tu vois. Mais la question c'est en effet solo, est-ce que c'est possible ou non? Moi je te dirai dans quelques mois. Moi j'ai envie de me lancer, tu vois, j'ai envie d'essayer. Je sais que je regretterais si je le fais pas. Et puis dans tous les cas j'aime me faire kiffer, j'essaie de me dire ça aussi, tu vois. Bon, c'est pas grave, je m'attends pas à un truc, waouh, au raz de marée, etc., de devenir Charles Villa ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de me faire kiffer et de me dire, bon, bah, advienne que pourra. Sur l'écosystème, un petit peu, j'ai récemment regardé une vidéo du coup de Charles Villa qui répond à une foire à questions. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, hein. Mais dans un moment de sa vidéo, il parlait notamment du financement de ses vidéos et du sponsoring de ses vidéos. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, tu parlais de Cléo Abraham, la plupart, et pas tous, créateurs font une pause dans leur vidéo advertisement, donc pause publicité qu'ils incarnent eux-mêmes. Charles disait lui il le ferait pas, que c'était pas sa vision du journalisme et que c'est pas comme ça qu'il voulait financer en tout cas sa chaîne. Pour l'instant. Toi, t'es comment vis-à-vis de ça, ce côté, tu vois, on assume de faire la promo d'une marque qui nous paye la vidéo, tout en sachant que voilà, il peut y avoir des commentaires là-dessus, il faut être hyper rigoureux là-dessus et tout. T'as quoi comme vision de ce truc-là, toi? Il n'y a pas de bonne réponse dans le sens où, en effet, en tant que journaliste, on ne devrait pas. Tu vois, tout court, c'est évident. Tu vas faire une sponsor même pour NordVPN. Tu vois, demain, tu as envie de faire une enquête sur les VPN. Bah, tu vas te sentir mal à l'aise, tu vas pas le faire. Tu vois, il peut y avoir de l'autocensure. C'est un problème. Le journaliste n'est pas supposé être affilié avec un quelconque mode de communication. Mais le souci aujourd'hui, c'est le financement. On voit bien qu'à moins, tu vois, justement d'être Lucas, d'être Squeezie, où tu as 20 millions d'abonnés et tu peux gagner ta vie juste avec les vues, bah, c'est pas le cas de tous les créateurs de contenu qui sont obligés d'avoir un complément avec les sponsors. Donc
en ce moment, je pense beaucoup, tu vois, par exemple, au podcast, où je me suis dit, mais en fait, parce que tu sais, je me sentais vachement mal à l'aise, où je me disais, ok, admettons, moi, ça marche, qu'est-ce que je fais, tu vois. Mais tu vois, par exemple, les podcasts, en vrai, c'est tout à fait assumé de, ok, ce podcast est sponsorisé par machin, et en fait, personne dit rien. Et je me dis, c'est marrant, YouTube, tu vois, Ça crispe un peu plus. Ça crispe un peu, tu vois. Alors, est-ce que peut-être parce qu'il y a un peu plus de thunes, faut dire les choses telles qu'elles sont. Genre, un sponsor sur YouTube, c'est pas du tout payé de la même manière qu'une sponsor pour un podcast, tu vois. Mais il n'empêche qu'en fait, que le fonctionnement est un peu pareil, tu vois. Donc, je me poserai la question si un jour j'ai la chance de pouvoir me poser cette question. Mais, ouais, normalement, il faudrait pas. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi parce que, en fait, c'est. Quand t'as une émission comme. Je sais pas, un talk show, au début, avant que le talk show commence, t'as 3 pubs, quoi. Tu vois, qui sont sponsors du talk show, qui apportent énormément d'argent aussi. Et en fait, on n'a plus la même vision sur YouTube parce que c'est très combiné. Alors après, il y a des gens qui le font hyper élégamment, c'est-à-dire qu'ils changent de prise de vue, ils vont changer de tenue, peut-être changer de coiffure, tu vois. Et ou sinon pas apparaître. Hugo, c'est ce qui fait. Ou peut-être pas apparaître aussi, ouais. Notre reportage en cours. Mais du coup, c'est moins cher, je pense. Le sponsor, c'est un petit peu moins cher. Si t'as pas la voix de l'incarnant ou le visage. C'est une négociation, tu vois, qui se fait. Un truc à voir. Mais Hugo, tu vois, notre reportage en Corée de cette année, enfin, de l'année dernière, du coup, pour moi, on est encore en 2024, mais non, en 2025. Mais en gros, le reportage en Corée qu'on a fait en 2024, c'est sponsor, mais t'as vraiment l'impression que c'est une sorte de page de pub. C'est-à-dire que c'est pas sa voix, et il apparaît pas. Et avant d'entamer notre enquête, on tenait à remercier Gringot qui a accepté de nous soutenir financièrement sur cette vidéo. J'avoue, je trouve ça pas mal. Mais pour d'autres personnes, tu vois, Jean Massier par exemple, il me disait oui, mais je trouve ça en fait presque malhonnête. Je comprends aussi le truc. Ouais, bien sûr. Bon, chacun son truc. C'est une question d'interprétation. Dernière question qui est un peu plus politique, mais on a vu que la dernière élection aux US s'est vachement jouée sur YouTube, notamment sur les podcasts filmés ultra conservateurs. Est-ce que tu penses que ça peut aussi arriver en France ? Est-ce que tu vois ce genre de format, toi, exploser? Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, genre à part peut-être Légende, qui est un peu. Tu vois, en termes de format, je veux dire, de podcast filmé. Des youtubeurs un petit peu orientés à droite, il y en a quand même. Ah oui, il y en a, ça, c'est sûr qu'il y en a. Tu vois, ce talk, qui a vraiment quand même propulsé Donald Trump dans les derniers mois, quoi, dans les dernières semaines. C'est quelque chose qu'il faut regarder, selon toi, pour la France? C'est possible parce qu'en fait, moi, ce que je regarde, c'est surtout TikTok, tu vois. Et pour le coup, les politiques se sont vachement emparés de TikTok pour les dernières élections. Même après, tu vois, Bardella, il est sans cesse sur TikTok. Donc, pour le coup, ça m'étonnerait pas que ça apparaisse. Et comme tu le disais tout à l'heure, on a toujours 3-4 ans de décalage et de retard avec les US. Pour moi, en fait, il y a toujours des gens aussi qui grignotent un petit peu ce qui se fait et qui essayent de copier. Donc malheureusement, je pense que ça ne saurait tarder. Ouais, faut surveiller. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as regardé ta YouTube, tout simplement, une vidéo YouTube, la première fois? Est-ce que tu t'en rappelles? La première fois, non, mais malheureusement... Ou celle qui t'a marqué, peut-être? Vraiment, mes souvenirs, un petit peu, mes premiers souvenirs de YouTube, c'était Norman. Ah ouais. Donc, mais ouais... je pense qu'on a les mêmes un peu. Voilà, c'est ça. C'était normal parce que tout le monde regardait ça et on se partageait ces podcasts et on trouvait ça marrant et on regardait ça à plusieurs, quoi. Ouais. Bon, maintenant, bof, tu vois, j'ai même pas regardé cette dernière vidéo pour lui faire 0 vues, tu vois. Mais bon, ouais, clairement, je crois que c'était normal. Ouais, il y a des chances. Alors, il y a un autre truc que tu fais. T'échanges avec un condamné à mort aux États-Unis pour un projet perso, j'imagine. Alors, c'est pas un projet de travail, c'est juste vraiment comme ça. Du bénévolat. Ok. Et après, en fait, je suis très intéressée par les questions autour de la prison et du pénitencier. Et en gros, il y a quelques années, j'ai entendu parler justement d'une asso qui était contre la peine de mort, où on pouvait te mettre en lien avec un condamné à mort, du coup, soit aux États-Unis, soit plutôt sur les pays hispaniques, mais il fallait parler espagnol, donc moi et mon niveau A2, ça ne marchait pas. Et du coup, on m'a mis en contact du coup, avec un condamné à mort qui attend du coup, dans le couloir de la mort depuis à peu près 25 ans. Ah ouais. Et on correspond par mail parce que du coup, c'est plus pratique pour lui que des lettres. C'est assez prenant, c'est assez particulier, mais j'aime beaucoup. Ok. Et après, moi, en parallèle, j'ai un travail depuis 1 an et demi où je rends visite à des prisonniers, des prisonnières, surtout dans certaines prisons en France, pour un projet qui est encore un peu secret. Mais du coup, ouais, vraiment, tous ces sujets-là, ça m'intéresse. Et après, vraiment, juste la correspondance,
je me dis c'est quelque chose que je peux donner de ma personne et qui est intéressant, même si c'est pas toujours facile quand tu commences, où tu te dis... Comment on parle en fait. Oui, et puis même en fait, tu peux Quel pas ton t'empêcher de te demander qu'est-ce que la personne a pu faire. Tu Ah vois oui, ce que je veux dire? tu le sais pas? Non, quand on te donne le contact, on te donne toute une liste de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. T'as son nom ou même pas? Si, bien Ah sûr. ouais, ok, d'accord. Mais on m'a dit direct, tu ne lui demandes pas. S'il t'en parle, très bien, mais sinon, non. Et je me souviens très bien qu'au début, je me suis tenue au truc et tout. Et en fait, au bout de 8 mois, c'était ma mère qui me disait « Mais pourquoi tu fais ça? Imagine, c'est un mec qui a tué 100 enfants, ou j'en sais rien. » Et tu vois, ça me rentrait dans la tête. Et le mec était super, tu vois. Et malgré tout, je pouvais pas m'empêcher d'y penser. Et du coup, même pour accéder à ça, il faut un VPN et tout, parce qu'en France, c'est pas mal bloqué, tu vois, tout ce qui est page de procès. Ok. Donc j'ai fini par voir ce que le mec avait fait. Ça m'a pas particulièrement avancé à grand-chose. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'apporte, tu vois, à peu près 2 fois par mois, on correspond. Ok. Intéressant. Est-ce que, rien à voir, pardon. Est-ce que Squeezie t'a déjà demandé de participer à Qui est l'imposteur? Bah non. Est-ce que tu le ferais? Oh ouais, grave, ça me ferait trop rire. De ouf, direct. Carrément. T'as quoi sur ta homepage YouTube là, aujourd'hui? Aujourd'hui... Est-ce que t'as que du journaliste ou t'as quand même autre chose? Ah non, pas du tout. Ah ok. Enfin, en fait, en gros, j'ai plusieurs, tu vois, vraiment homepage YouTube selon mes mails. Donc si je me connecte avec ma boîte mail pro, où je bosse avec Charles, ah oui, alors là, du coup, je vais avoir que du Johnny RDC, Johnny Harris, tu vois, ce genre de choses. Mais mon YouTube perso, je vais avoir des trucs très bizarres. Par exemple, je regarde une famille slovaque qui cuisine dehors. Des plats typiques. Et j'adore. Ouais. Et en plus, c'est très beau, c'est très stylisé, etc. Sinon, pas mal de playlists, tu vois, genre en mode là en ce moment des cheminées, des trucs à la... Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois. Mais après, sinon j'adore Cléo Abraham, c'est pour ça que je l'ai cité, tu vois, genre ce genre de truc où je peux rester devant toutes ces vidéos parce que ça me fascine au niveau du visuel, tu vois, parce qu'elle pourrait être super chiante et elle l'est pas. Non, c'est sûr. Le créateur dont on n'entend pas assez parler selon toi, mais qui mérite plus d'audience dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est quelqu'un qui pour moi est déjà connu, mais qui devrait être beaucoup plus connu depuis des années, c'est Amy Plante, qui fait un travail de ouf, que j'aime beaucoup, qui est une fille, et qui ne fait pas un contenu genré, et qui est trop forte, j'aime trop ce qu'elle fait, du coup qui fait pas mal de vulga sur tout ce qui est autour du code, de l'informatique, etc., que vraiment je te conseille si du coup tu connais, mais clairement pour le coup c'est le genre de nana... J'aimerais trop qu'elle explose, tu vois, elle mérite. De ouf, carrément. Bon, merci beaucoup, c'était trop bien d'échanger avec toi pour quelques minutes. Merci. Bonne suite sur YouTube, on ira voir Justine Rex. Carrément. Et à très vite. Ciao. Merci, ciao. Salut, c'est encore moi, juste un petit mot rapide pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette interview. Si vous voulez en voir d'autres qui arrivent très bientôt, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Dubster et à commenter nos vidéos. C'est uniquement grâce à vous et à votre soutien qu'on peut continuer tout ce boulot.